Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Iconic Business, un univers digital et une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. Florence et Daniel Guerlin, collectionneurs, passionnés, connaisseurs, ils nous guident aujourd'hui dans l'univers du dessin, le dessin contemporain. Ils sont à l'origine d'une fondation, d'un prix, un duo au nom prédestiné pour le raffinement et l'art, rencontre dans Iconic Business. Aussi les désirables de la semaine, la sélection de Nathan Kokamko, ce qu'il a déniché pour nous, les phénomènes et tendances, une nouvelle expo au Palais Galliera, ce sera avec Eva Jaco, la beauté dans tous ses états et toutes les maisons avec Juliette Weiss et des créateurs un peu plus bavards ces dernières semaines avec Eric Brionne. C'est Iconic Business, bienvenue. J'ai le privilège aujourd'hui de recevoir dans Iconic Business Daniel et Florence Guerlin. Je vous présente comment? Comme collectionneur, président de la Fondation Florence et Daniel Guerlin. Ce qui est important, c'est quoi? Collectionneur et passionné de dessin? Oui. Oui, c'est ça qui est le socle. La première chose après le reste. C'est pas grave. Le reste n'a pas d'importance. On est pour vous dans un temps fort en ce moment, le salon du dessin au Palais Brongniart. Je voudrais voir avec vous quelque chose. Le dessin a été souvent regardé de haut par manque de quoi? De connaissances, ou vous estimez que ça a un peu changé? Je crois que ça a complètement changé. C'est-à-dire que les dessins autrefois étaient des dessins d'études, qui d'ailleurs, les dessins du XVIIe sont ressortis dans les collections bien après, parce qu'ils étaient conservés. En fait, ils servaient à faire des grands tableaux et les dessins étaient conservés bien dans le noir et tout. D'ailleurs, ces dessins-là sont toujours impeccables, dans un état parfait. Maintenant, le dessin s'étale partout et les artistes, beaucoup d'artistes s'y sont remis depuis quelques années. Un prix chaque année lors de ce salon, c'est la suite logique de cette donation exceptionnelle que vous avez consentie au Centre Pompidou il y a plus de 10 ans. Florence Guerlin, pourquoi ce prix? Comment il est arrivé et pourquoi ce prix? Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est-à-dire qu'on voulait sélectionner les artistes et les mettre un peu en valeur sur la scène artistique de chaque année. Donc on a décidé de choisir 3 artistes tous les ans et de les mettre devant le public pour que ce public les aime ou pas. Ça dépend. Est-ce que c'est important, ça, pour vous? En fait, qu'il y ait une réaction, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qu'on regarde, qu'on soit attentif, qu'on aille décrypter. Absolument, absolument. Et peut-être aussi, on voulait rendre ces artistes plus connus que d'autres. On parlait de ce prix. Comment ces lauréats sont sélectionnés? Comment ça se pense? Comment ça s'imagine? Alors, c'est un peu frustrant pour certains artistes qui ne sont pas sélectionnés parce qu'ils ne sont pas tout à fait dans notre axe de choix. On a un comité de sélection qui amène des artistes qu'ils aiment. Donc, on sélectionne 3 artistes. Enfin, on sélectionne une dizaine d'artistes. Après, on en choisit 3. Et ceux-là sont mis sur scène. Mais on apprend, en essayant de choisir ces artistes, à rencontrer des chefs-d'œuvre. Ce sont des artistes empreints d'actualité, empreints de messages, empreints de transmission? Bien sûr, on les avait choisis parce qu'ils avaient une notoriété et une façon de s'exprimer et une façon d'exprimer leur art avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de pertinence. Et leurs dessins certains sont cruels, mais sont très beaux. Donc c'est ça qui nous avait porté vers ces 3 artistes-là. Et ils parlent oui. Et bon, on est tombé en plein dans une actualité qui était belle au début et qui maintenant est devenue épouvantable. Donc le dessin, en fait, c'est d'abord, et quand on constitue une collection aussi, c'est quoi? C'est d'abord émotionnel, viscéral, instinctif, presque? Oui. Je crois qu'on peut analyser, une collection par rapport à son collectionneur au bout d'un moment, parce qu'il lui ressemble, on se ressemble. Finalement. On se ressemble, finalement. Une espèce de caractère qui ressort des œuvres et du collectionneur. Je crois que les collectionneurs se dirigent vers
toujours certaines choses, pas qui leur identiques, parle. mais en tout cas qui leur parlent. Donc ça peut s'analyser. Enfin, on évitera d'aller voir le psychiatre à chaque fois quand même. Ça finit aussi par un achat. Ça finit. Le point, c'est aussi le dessin, c'est Florence Gerlin. C'est parce que c'est le point de départ de la création, c'est l'origine de l'œuvre. C'est ça aussi qui a quelque chose de si symbolique Oui, bien sûr. et une portée si importante. Daniel a l'habitude de dire... Non, c'est le début de toute œuvre. Si on reprend on peut repartir dans les cavernes, hein, je veux dire, c'est leur manière de s'exprimer. C'est un langage, de toute façon. Ils s'exprimaient en faisant des dessins. Tout a été créé par le dessin, même les lettres. Elles ont bien été dessinées un jour. L'alphabet a été dessiné un jour aussi. Au commencement était le Au dessin. commencement était le dessin. Et tout se dessine, la mode, les voitures, tout. Bon, C'est vrai, et c'est ce qu'on collectionne ensuite et on garde Absolument. justement les premières Ouais. traces et c'est ce qui prend de la valeur. On va s'intéresser au marché de l'art avec vous, Nathan Cocampo, le marché de l'art en 2023, parce que figurez-vous que ces derniers jours, Art Basel a publié son bilan de l'année écoulée, un bilan plutôt en demi-teinte sur l'année passée. Quels sont les enseignements justement, Nathan? Oui, Audrey, des ventes en hausse, mais à des prix inférieurs. Voilà le bilan du marché de l'art en 2023, un marché qui s'est contracté de 4% à 65 milliards de dollars. On est peu ou prou finalement au même niveau de 2019 avant la pandémie. Ce recul, Art Basel l'analyse par la baisse des ventes haut de gamme dans un contexte assez difficile d'inflation, d'instabilité économique et politique, mais surtout un recul après 2 années exceptionnelles pour le secteur. Finalement, on est un peu revenu au niveau d'avant-crise, à la normalité. Les nouveautés cette année, ce sont d'abord les petits achats plus nombreux, des acheteurs plus jeunes qui montrent une vivacité du marché qui s'est remis du Covid. Un marché encore très centré sur les États-Unis, 42% des ventes en valeur. Derrière, on a la Chine, 19%, et le Royaume-Uni, 17%. La France est assez loin derrière, finalement, une 4e place, mais avec seulement 7% de part de marché. La dynamique est très forte dans la vente en ligne, en hausse de 7%. À contrario, la vente chez les antiquaires et les galeries a baissé de 3%. Recul aussi pour les ventes aux enchères. Art Basel qui affiche tout de même son optimisme pour cette année 2024. Merci Nathan Cocampo. On vous retrouve dans un instant avec votre sélection de la semaine. Daniel et Florence Gerlin, est-ce que vous avez vu aussi cette tendance sur le marché du dessin? Est-ce que c'est plus attractif à présent? Vous en parliez tout à l'heure. On voit que des pièces coûtent de plus en plus cher. Oui, c'est vrai. Mais oui, vous parliez de ce marché qui actuellement, c'est vrai, si on compare avec le luxe, ça c'est à peu près la même chose maintenant. Oui. Ça me gêne un peu. Non, mais je crois que c'est autre chose, l'art, c'est quelque chose qui apporte autre chose. Et c'est vrai que quand on regarde, on entend toujours parler les maisons de vente, des grandes ventes. On parle rarement du marché normal, je veux dire, que les gens achètent, que la plupart des gens achètent. Ça, on n'en parle pas. Donc, ils aiment bien montrer les grands prix et puis le reste. Mais je veux dire, ces grandes œuvres de toute façon, avec les musées, ça se termine dans les musées en général. Et elles sont très belles à voir. Il faut oublier le prix. Il faut oublier le prix. Donc, on dira qu'on fait un achat de raison, de spéculation ou de cœur. Je suis sûre que vous allez... Le plus important, c'est le cœur. Après, si les gens font des collections simplement pour gagner de l'argent au bout, nous on n'en gagne pas avec ça. Quand on revend, en général, c'est moins cher. Parce que si vous achetez des grandes œuvres à des millions et tout, bon, ça peut se faire. Mais si vous achetez des œuvres normales d'artistes actuels, si vous voulez les revendre en vente 2 ans, 3 ans ou 4 ans après, vous allez les revendre à moitié prix parce que on leur vend le prix que l'artiste a touché en fait à peu près. Une affaire de cœur et d'émotion. Mais le cœur est plus important. Chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques des invités aujourd'hui. Avec vous deux, on va parler d'un flacon, un flacon pas comme les autres, quand on s'appelle Gerlin. Racontez-nous justement pourquoi vous avez choisi ces flacons si particuliers. C'est quand même l'histoire de la famille. Exactement. C'est vraiment un flacon iconique. C'est même pas, je veux dire, là, c'est même pas le parfum, parce qu'on peut mettre tout ce qu'on veut dans ce. Non, on met les flacon autres colonnes lui-même. qui sont magnifiques et tout.
mais pas des grands parfums. Ils sont tellement beaux qu'on vit avec. Simplement le regard. Encore, ce sont des œuvres d'art. Hein. Oui. Quelle est l'histoire? L'histoire, c'est que l'arrière-grand-père de Daniel était à Ville, famille de potier d'étain et vendeur d'épices. Oui. Et un des fils a dit « j'en ai assez, je pars en Angleterre » et il a créé des parfums. Et il a, à un moment donné, fait ce flacon abeille et l'a présenté à la princesse Eugénie, qui a senti le parfum qu'il avait mis dedans pour elle, et c'était l'eau de Cologne, et c'est devenu l'eau de Cologne impériale. Voilà l'histoire. C'est une très belle histoire et une belle réussite. Oui. Un très bel héritage. Merci Florence et Daniel Guerlain d'avoir été dans Iconic Business, collectionneur et président de la Fondation Florence et Daniel Guerlain. Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Avec un parterre de spécialistes cette semaine. Éric Brionne, directeur général du Journal du Luxe. Bonjour. Eva Jacot, qui nous accompagne sur BFM Business et Iconic Business chaque semaine. Juliette Weiss et, bien sûr, votre sélection, Nathan Cocampo. On a envie de voyage déjà. Oui, déjà, le Copacabana Palace de Rio se rhabille grâce à Daniel Buren. Rien que ça, l'artiste français a eu carte blanche pour illuminer la façade de ce lieu historique brésilien, sorti de terre il y a 100 ans et fêté son anniversaire l'année dernière. Le célèbre artiste de 85 ans a travaillé sur les fenêtres, colorées en jaune, bleu, rose, des couches de vinyle pour créer un jeu de lumière qui se voit de l'intérieur ou de l'extérieur. Son œuvre sera visible jusqu'au 30 septembre. Fan de Game of Thrones, ces montres sont faites pour vous. 4 modèles, 4 œufs de dragon, imaginés par le Suisse Cross Studio. Chaque montre est associée à une œuvre d'art, un œuf donc aux écailles colorées en bleu, dans les rouges ou dans les tons sombres. Côté montre, le boîtier est en titane et rappelle les écailles de dragon avec au dos le symbole gravé des Targaryens, si vous connaissez, une des familles qui se dispute donc le trône de fer. Comptez environ 110 000 € pour acquérir l'un des coffrets. Rien que ça. J'imagine que c'est sur commande, oui, ultra exclusif, etc. Bon, on reste dans l'exclusif. Hein. Ferrari, les Big Five en vente, 5 modèles, 5 Ferrari. Oui, pour les passionnés, vendus pour près de 20 millions d'euros. La 288 GTO de 1984, la F40 de 1990. Ce sont tout simplement les modèles historiques de la marque italienne qui seront mis en vente dans une enchère exceptionnelle organisée par Sotheby's. Les 5 modèles peuvent être achetés séparément pour près de 4 millions d'euros. La vente aura lieu le 31 mai et 1er juin. Et puis, c'est un tournant au Bristol. Éric Fréchon quitte les cuisines du Palace après 25 ans de collaboration. Le chef étoilé est arrivé en 1999 et a permis à l'établissement de s'élever sur les hauts sommets de la gastronomie dans le monde, décrochant 3 étoiles en 2009. Alors, poularde en vessie, macaroni farci à la truffe noire, artichaut et foie gras, c'est des plats signatures qu'on ne présente plus. Dernier service prévu le 15 avril. Le célèbre chef va maintenant se concentrer sur ses autres restaurants. Merci Nathan Cocampo pour cette sélection. On reste dans une sélection particulière aussi avec une nouvelle exposition au musée Galliera. Eva Jacot, c'est le musée de la mode. C'est la première exposition dédiée à Paolo Roversi, le célèbre photographe de mode italien. Une première en France. Je vous montre déjà l'ouvrage. Et vous avez eu le privilège déjà d'aller explorer cette exposition. Oui, comme vous pouvez le voir sur les images, c'est vrai que Paolo Roversi a photographié les plus grands mannequins. On peut citer Kate Moss, Inès de la Fressange, Natalia Vodianova ou encore Naomi Campbell et même Rihanna. Au total, c'est 140 œuvres qui sont exposées au Palais Galliera. Des polaroïdes, des archives de magazines de mode, mais aussi des œuvres inédites. Alors, pour la petite histoire, Paolo Roversi arrive à Paris à 26 ans. Il a fait du polaroid sa marque de fabrique dans les années 80. Alors, il a collaboré avec les plus grands noms de la mode. On peut citer Christian Dior, Yohji Yamamoto, Comme des garçons ou encore Azzedine Alaïa. Il a aussi travaillé avec des grands magazines de mode comme Vogue. Et puis, il a utilisé le Polaroid pendant 30 ans, avant, bien sûr, de passer au numérique en 2008. Et justement, hein, tous les grands photographes de cette époque ont leur propre technique. Eva, comment est-ce qu'on reconnaît la patte si particulière de Paolo Roversi? Oui, et bien justement, c'est vrai que Paolo Roversi s'est très vite
s'affranchit des règles du studio classique. En fait, il va se placer à côté de son appareil photo et non derrière pour pouvoir vraiment voir le regard des mannequins. Et c'est justement dans le regard qu'il va chercher l'émotion. Alors, il renoue aussi avec les gestes de la photographie du 19e siècle, tout ce qui est l'image unique, l'image vraiment artisanale, avec des longs temps de pause, et ce qui prête parfois la place, en fait, finalement, aux accidents, comme si vous nous regardez à la télévision, le flou qu'on peut voir sur les photos, des taches ou encore des halos lumineux. Et puis, c'est aussi le retour à l'image unique, puisque le Polaroid permet de faire l'économie de l'image. C'est très peu de clichés, entre 5 et 20 clichés, et c'est tout le contraire du numérique ou encore des pellicules. On va chercher l'accident, finalement, c'est ça qui donne le petit supplément. Une exposition qui touche le visiteur aussi de par sa scénographie. Oui. Ça, c'est une habitude d'ailleurs au Palais Galliera. On est dans un parcours d'exposition qui n'est pas du tout classique. Non, c'est vrai, c'est un parcours que j'ai trouvé très poétique. On n'est pas du tout comme dans un parcours pour une biographie classique d'une grande figure. Ici aussi, les œuvres sont accrochées sans cartel. Vous savez, c'est ces petites pancartes qui mentionnent les informations. Et ça, c'est un parti pris véritablement du musée de laisser place à la contemplation, de pouvoir rentrer dans le monde imaginaire finalement du photographe. On ne peut plus briller en lisant juste le petit carton. On a un petit fascicule, un petit catalogue à la main. Bon, ça vient de commencer ? Oui, et c'est à voir jusqu'au 14 juillet. Donc, courez-y, parce que si vous aimez la photographie de mode, c'est incroyable. Et c'est une adresse vraiment à faire, le Palais Galliera. C'est indispensable à Paris d'aller visiter le Palais Galliera. Merci, Eva Jacot. À vos côtés, Éric Brionne, directeur général du Journal du Luxe, qui a choisi de revenir sur la Fashion Week. Alors, on est toujours entre deux Fashion Week. De toute façon, le calendrier est tellement serré. Avec des créateurs un peu plus bavards, plus expansifs que les autres années, finalement. Oui, analyse de texte, là. On va analyser leur texte et on va essayer d'enlever le flou et voir un petit peu des pensées manquées. On y va. On va commencer par les frères opposés. Les frères opposés, c'est Vuitton femme, Nicolas Ghesquière, et Vuitton homme, Pharrell Williams. Et c'est complètement. D'un côté, on a le maestro du marketing, de luxe, forcément, Pharrell Williams, qui nous dit « Je me regarde comme si j'étais le vrai client. Je conçois donc ce que je veux et ce dont je vais avoir besoin. » Donc on est dans la quintessence du marketing. Par contre, chez Ghesquière, là, complètement différent. Lui, il est expéditif et hermétique. Alors, pour le fameux défilé des 10 ans, simplement, c'est un beau voyage, je le poursuis. D'accord, au moins ça a le mérite d'être clair. Et aucune interview post-défilé, bien sûr. Alors, le plus honnête, alors pour moi, là, c'est Pier Paolo Piccioli, ici, qui continue à être un magicien des couleurs. Il arrive à rendre n'importe quelle couleur qu'il touche un asset de la marque Valentino, comme le fameux rose pépé. Évidemment. Après le rouge-rose, il vient de passer au noir. Et là, il nous a fait un message très sadien. C'est dans le noir que je cherche la lumière. Alors, intéressant, mais plus intéressant, il va nous délivrer ses secrets alchimiques. J'aime quand la couleur semble de mauvais goût. J'aime essayer de travailler avec des couleurs que je n'aime pas ou avec une inspiration vintage que je trouve laide, mais pour que cela fonctionne, il faut que cela ait l'air cher. Il travaille contre lui-même, contre son moi intérieur. Mais attention, l'air cher, élévation toujours. Le plus fan d'eux, alors là, plus fan d'eux, Virginie Viard, chez Chanel, qui n'a fait que parler du film bande-annonce de défilé avec Brad Pitt et Penelope Cruz, remake d'un homme et d'une femme de Claude Lelouch. Alors la phrase est fabuleuse, « Je veux Brad et personne d'autre ». Dommage pour Penelope Cruz, elle s'en sort moins bien. Simplement, Penelope est une grande fan du film. D'accord, voilà, ça c'est fait. Alors, le moins télétravail. Anthony Vaccarello, chez Saint-Laurent, avec ses très impressionnants clones de Yves Saint-Laurent. Alors, stratégie d'élévation oblige. Et oui, nos amis les milliardaires aiment le parfum nostalgique des archives. Alors là, ils sont vraiment servis. En effet, Vaccarello se positionne clairement contre le télétravail aussi. Écoutez plutôt. L'homme, c'est un vestiaire finalement très formaté. J'avais envie de jouer sur ces archétypes et ce fantasme de l'homme qui va travailler, clairement. Anti-marketing aussi, puisqu'il nous avait dit il y a quelques semaines, vous savez, il y a la très grande flagship aux Champs-Élysées ouvert de Saint-Laurent. Il a été la muse de cet endroit, mais il a dit qu'il n'était pas lui-même shopper. Donc vous voyez, il sait être honnête. Voilà. Enfin, pour terminer, la plus imprévisible, alors c'est Miuccia Prada pour Miu Miu. Alors Miu Miu, il faut penser et remettre le contexte. C'est la jeune sœur de Prada, la marque expérimentale, taillée pour plaire pour la génération Z, et les classements, si regardez de liste.com. Ah oui, puis alors là, ça truste les classements. Complètement, c'est la guerre entre Prada, Loewe, on y va. Mais alors là, pas du tout Gen Z, en fait, elle a surpris tout son monde. Des articles classiques de tous les temps. Et vous pouvez choisir l'enfant, vous pouvez choisir la femme. Je vous montre des possibilités, bien sûr des possibilités de mode qui me semblent pertinentes aujourd'hui, et vous pouvez choisir certaines. Chaque matin, je dois décider si je suis une jeune fille de 15 ans
ou une femme proche de la mort. D'accord. En tout cas, la mort n'est absolument pas là pour Miu Miu. Bon, dans tous les cas, c'est aussi l'occasion de se fâcher avec personne. Exactement, hein, voilà, ici, on dit un minimum. Quoique, on voit qu'il y a de la profondeur. Analysons les textes et on voit que derrière les positions de marketing, eh bien, subsiste heureusement l'authenticité. Oui. Merci Eric Brionne, directeur général du Journal du Luxe, qui nous accompagne. Et puis, on a aussi cette tendance, alors certes, des créateurs un peu plus bavards, et puis des maisons qui sont obsédés par ce qui peut être un relais de croissance, et notamment aussi pour la génération Z, la beauté, Juliette Weiss, rien que de la beauté, il y en a de partout. Tout à fait. Alors, il y a quand même un rapport qui nous l'illustre parfaitement, c'est celui de McKinsey et compagnie, un rapport de 2023, qui nous explique que le marché de la beauté premium, la beauté de luxe, devrait atteindre 580 milliards de dollars d'ici 2027, avec une croissance de 6% par an. C'est très conséquent. Donc, la beauté serait-elle le nouvel Eldorado du luxe? Alors, il y a deux explications un peu à cette tendance, à ce phénomène du luxe et de la beauté. La première, ça va être le fait que la frontière entre beauté et bien-être s'estompe. Oui. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on n'est plus sur des produits un petit peu... on veut vraiment une beauté qui soit vraiment holistique, qui soit le bien-être mis en avant et pas seulement du maquillage pour être beau. C'est quelque chose de bien plus profond. On voit d'ailleurs que le cabinet McKinsey, il parle de convergence entre beauté et bien-être et il parle d'une hausse annuelle de 10% entre 2023 et 2027. Encore une fois, une hausse conséquente. Deuxième explication de cette tendance entre beauté et luxe, ça va être la Gen Z, consommateurs influents et avertis. Évidemment. Ils sont de plus en plus nombreux à s'investir dans ce marché de la beauté, ça les intéresse énormément. Et alors, il y a une chose, pour les marques de luxe qui souhaitent investir ce marché de la beauté, c'est le fait qu'il faut aujourd'hui, en tout cas pour séduire cette génération Z, il faut produire des produits qui soient clean, qui soient éthiques et qui soient engagés. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour la génération Z qui ne veut pas consommer des produits qui ne soient pas durables ou en tout cas un minimum avec une éthique particulière. Alors, les marques, elles doivent vraiment incarner ces principes, miser sur l'environnement, miser sur... Oui, du moins le marketing doit emprunter cette voie. On est vraiment dans cette volonté-là et il est essentiel donc pour les marques de luxe d'opter pour cette stratégie-là d'expansion et toujours séduire en étant très clean, très durable. Et il y a aussi une chose intéressante quand même quand on achète de la beauté, c'est qu'aujourd'hui, quand on ne peut pas forcément s'acheter un sac Chanel, mais on peut peut-être s'offrir un rouge à lèvres Chanel. Exactement. C'est s'offrir un petit peu de la marque d'une façon un petit peu plus facile, entre guillemets. Alors, il y a aussi cette appropriation de la marque à travers les codes de la beauté. C'est le nouvel accessoire et c'est la nouvelle porte d'entrée dans les maisons de luxe, précisément. Et alors, on va avoir Hermès. Tout dernièrement, c'est la marque Céline qui a lancé sa collection de maquillage. On a Rabanne qui a fait un grand carton avec ces palettes de make-up très colorées, très paillettes, etc. Donc les marques misent énormément sur ce nouveau secteur et c'est donc lié à cette frontière qui s'estompe et à cet engouement de la génération Z pour les marques de beauté de luxe. On remercie TikTok aussi. N'est-ce pas? Et avec un coup d'avance, parce que là, c'est la résilience du luxe. La génération alpha est encore plus obsédée par la beauté. On les appelle les Sephora Kids. Donc, on passe de 7 produits à 12 produits. Donc, un coup d'avance pour la génération qui vient après. Moi, je suis perdue là. Si on est déjà à la génération alpha, Eh oui. Bon, j'ai du mal. Souvent les bêtas. Hein, voilà. Exactement. Merci à tous les 4 d'avoir été dans Iconic Business. Merci pour vos éclairages et vos sélections. Cette semaine, Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. C'est toutes les semaines sur BFM Business, dès à présent, sur l'appli, le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.